Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter rapidement les enjeux de cette table ronde et peut-être commencer par vous parler du GIS Institut du genre. GIS, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui est donc là en l'occurrence spécialisé dans les questions de genre et qui souhaite soutenir notamment la jeune recherche et encourager la diffusion des connaissances dans le champ du genre et des sexualités, et pour ce faire attribue des prix, notamment un prix de thèse, mais aussi des prix de master chaque année qui sont donc attribués à 4 lauréats ou lauréates, et ce prix est accompagné d'une dotation de 500 € qui est souvent vue comme une façon d'aider à la publication, mais qui peut aussi être utilisée autrement. Alors ce prix, il sanctionne un excellent travail de Master 2 dans le champ des études de genre et des sexualités, et il est ouvert à toute personne qui a obtenu un Master 2 dans un établissement qui est partenaire de ce groupement d'intérêt scientifique, comme le sont donc les universités d'Angers, de Rennes, du Mans, qui sont toutes parties prenantes du Master études sur le genre qui a été créé en 2017 avec 2 autres universités, l'université de Brest et de Nantes. Donc un master qui est porté par des universités de l'ouest de la France, qui a pour particularité d'être entièrement dispensé à distance et que j'ai présenté la semaine dernière dans le cadre du mois du genre. Et pour les personnes qui seraient intéressées de s'informer, notamment pour candidater à ce master, eh bien, je vous invite à revisionner cette présentation sur le site du mois du genre. Donc c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que nous avons eu pour la 2e année consécutive des lauréats et lauréates issus de cette formation. En 2019, c'était une de nos diplômées, Alice Laurent Kamena, qui avait été primée pour ses recherches qui portaient sur la place des femmes dans les musiques électroniques. Elle s'était intéressée à la question des femmes DJ. Et cette année, nous sommes doublement heureuses puisque nous avons eu 2 étudiants et étudiantes donc, de ce master études sur le genre qui font partie des 4 lauréats et lauréates. Alors avant de leur laisser la parole, je vais simplement rappeler leurs différents sujets de mémoire. Parmi nos lauréates, on compte donc Nicole Bastin, qui a été primée pour son mémoire sur la représentation des violences sexuelles dans les séries télévisées. Ce mémoire s'intitule « Culture du viol à la veille du scandale Weinstein, la fiction télévisuelle face à ses responsabilités ». Et il a été réalisé sous la direction de Marie-Laure Deroff et d'Elisabeth Mullen. Et nous entendrons aussi Eduardo Armando González Cabrera, qui s'est quant à lui intéressé aux adeptes du fitness et qui a été primé donc, pour son mémoire qui est intitulé « Enquête de muscles, ethnobiographie des masculinités et production du capital corporel genré ». Et ce mémoire a été soutenu sous la direction de Stéphane Eyas. Donc, bravo à tous les deux pour commencer. Et puis, je vais donc vous poser une série de questions. Et pour commencer, eh bien, pouvez-vous vous présenter, c'est-à-dire votre parcours, votre formation, le cas échéant votre parcours professionnel, et puis ce qui vous a amené au master études sur le genre. Alors, on peut commencer par vous, Nicole. Je vais remettre la diaporama précédente. Alors, déjà, bonjour à tous. Alors moi, le fait que je fasse Master 2, c'est vraiment indissociable de mon sujet. Moi, à l'origine, je suis monteuse de bande-annonce et je travaille dans une chaîne qui est spécialisée dans le cinéma américain. Et mon travail m'amenait à énormément décortiquer la structure des récits visuels. Et j'ai commencé à m'interroger sur la façon dont on représentait la violence et la façon dont on représentait la violence sur les femmes. Et donc je me disais, attends, le personnage qui est joué par Travolta dans La fièvre du samedi soir, il autorise et il assiste au viol de son ami d'enfance, mais ça n'entame pas son statut de héros. Ou Joaquin Phoenix frappe Eva Mendes dans La nuit nous appartient, mais toute la mise en scène incite à penser que c'est plutôt lui la victime de l'histoire. Ou, j'en sais rien, Clint Eastwood se fait le champion d'une femme violée, mais dès l'instant où lui entre en action, eh bien, elle disparaît du champ de la caméra, voire carrément du scénario. Donc ça, c'était un peu des interrogations que j'avais au quotidien. Mais la vraie prise de conscience, c'est la série Véronica Mars, où je réalise qu'il existe une autre façon de représenter la violence de genre. Et parce que le sujet m'intéresse, je vais faire des recherches personnelles dessus. Et je vais découvrir en fait le concept de culture du viol, à savoir que mal représenter la violence de genre eh bien, participe d'une forme de domination masculine.
Et je vais aussi découvrir que, comme tout ce qui a trait aux Cultural Studies, la France est un peu réticente encore à s'emparer de ces questions-là, et notamment d'un point de vue académique, et accuse un certain décalage par rapport à d'autres pays, comme les pays anglophones. Voilà, et j'en suis là un petit peu de mes réflexions lorsque je tombe sur une interview de Naïma Hanafi, qui était publiée dans Le Monde et qui présentait ce tout nouveau master en études sur le genre qui allait s'ouvrir pluridisciplinaire et entièrement à distance. Et c'est vrai que le entièrement à distance, moi, me correspondait parfaitement puisque j'avais déjà un métier et 3 enfants. Et du coup, ça a été un petit peu l'alignement des planètes dans ma tête. Je me suis dit, et si je reprenais mes études pour faire de la recherche, et si j'allais un petit peu investiguer ce concept-là et voir comment est-ce que je pourrais éventuellement apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Merci beaucoup, bonjour. Nicole. On vous écoute, Edward. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très content d'être ici avec vous. Et pour me présenter, j'ai un parcours qui est assez particulier avec une série de transitions biographiques, géographiques et disciplinaires. Après ma formation en psychologie en Colombie, je suis venu en France afin de poursuivre mes études où j'ai jonglé entre la psychologie et la sociologie. J'ai eu l'opportunité de réaliser différentes activités professionnelles, notamment dans l'enseignement supérieur, comme chargé des cours en psychologie sociale et travailler un peu en tant qu'ingénieur d'études, plus dans le domaine de psychologie expérimentale, et passation des thèses, etc. Et pendant ces parcours, j'étais très intéressé par les questions liées aux stéréotypes de genre et la compréhension des inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, une chose qui m'interpellait, c'était le fait que quand on parle des inégalités, par exemple dans la dimension du travail, on pense toujours à, par exemple, que les femmes puissent venir dans des métiers qui sont couramment ou typiquement masculins, non? Mais on ne fait pas beaucoup, en fait, les sens inverses de penser pourquoi les hommes ne vont pas dans des métiers qui sont typiquement effectués par des femmes. Donc, ce questionnement, je ne comprenais pas très bien, en fait, pourquoi ça se passait comme ça. Et j'ai senti que je manquais d'outils analytiques pour comprendre ces genres de situations. Et donc, j'ai connu les masters études sur les genres un peu par les réseaux sociaux, sur Internet. J'avais également lu l'entretien qui a été effectué par Madame Fanny. Et c'est dans cette perspective pluridisciplinaire du master et les modalités de formation que ça me correspondait très bien, ces caractères. Et particulièrement, j'ai suivi dans les masters le parcours corps et biopolitique, qui est avec une orientation plus forte vers la recherche. Maintenant, je viens de démarrer mon doctorat en anthropologie sociale à l'Université fédérale de Bahia, au Brésil. Donc, je envisage de poursuivre mes recherches dans ces domaines liés au corps et les inégalités. Merci beaucoup, Edward. N'hésitez pas à activer votre caméra. Alors, je poursuis donc par une question maintenant sur votre sujet. Pourquoi avoir finalement choisi pour vous, Nicole, un sujet qui traite de la culture du viol, pour vous, Edward, un sujet qui traite des masculinités? Quels sont pour vous les enjeux de cette recherche? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, ouais. Alors, dans la mesure où ma propre prise de conscience de la culture du viol venait d'une série télévisée, c'est vrai que c'était un matériau que je voulais explorer, et notamment celle de la décennie 2010,
parce que c'est une période, je dirais, c'est une période tournant dans la réappréhension du viol en tant que fait social. C'est-à-dire que c'est une période qui va commencer par un non-lieu dans l'affaire DSK, mais qui va se terminer au contraire par une lourde condamnation dans l'affaire Weinstein. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On n'a pas tant l'émergence de nouveaux personnages féminins, parce que ça, pardon, pas tant l'émergence de nouveaux témoignages féminins, parce que ça, il y en a toujours eu, en fait, les femmes, elles ont toujours parlé, mais plutôt une nouvelle recevabilité de ces témoignages. C'est-à-dire que d'un coup, ils deviennent audibles. Hein. Et ça a commencé déjà avant la vague MeToo, puisque il y avait déjà eu les lettres ouvertes de Dylan Farrow, de Chanel Miller, qui ont été publiées, diffusées et lues des millions de fois. Donc ça, c'est vrai que ça, voilà, ça m'intéressait, cette idée de comment est-ce qu'une série peut s'approcher d'un vécu féminin. Et voilà, et alors que je réfléchisse, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'intéressait. Et comment dire? Toute l'idée, ça a été un petit peu d'aller chercher le positif, d'aller chercher la lumière. C'est-à-dire, on sait qu'on a cette culture du viol, donc concrètement, c'est quoi? C'est des représentations faussées des violences sexuelles qui vont diffuser tout un tas de mythes et de stéréotypes et qui vont ensuite avoir un certain nombre d'incidences négatives sur la société, et notamment une décrédibilisation de la parole féminine, l'aggravation de l'impunité masculine et l'augmentation des discriminations envers les populations racisées qui sont soupçonnées à tort d'être plus susceptibles de commettre ou de subir ces crimes. Donc on sait qu'on a ce problème-là. Et donc du coup, l'idée c'était, oui, mais du coup, est-ce qu'une autre voie est possible? Est-ce qu'il peut exister une représentation juste des violences sexuelles? Et si oui, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Et c'est ça qui était génial aussi dans la décennie 2010, c'est qu'on a l'apparition de séries qui vont fonctionner différemment par rapport à avant. C'est-à-dire que plutôt que de faire intervenir le viol comme simple arc narratif, avec l'épisode sur le viol, ou carrément façon Game of Thrones, la femme violée du jour, eh bien, on va avoir des séries qui vont au contraire poser les violences de genre comme étant un problème de société et installer la thématique dès le pilote et disserter dessus pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons. Hein. Des séries comme Top of the Lake, Jessica Jones, Big Little Lies, c'est des séries qui ont, qu'on aime ou pas, hein, mais qui ont une volonté de penser un continuum de violence voilà, faite aux femmes. Et donc, du coup, après, tout l'enjeu, ça a été de déterminer qu'est-ce que j'allais étudier précisément, parce que des séries, il y en a des centaines par an, donc voilà. Donc, j'ai finalement opté pour une approche micro-historique. Donc, l'idée, c'était, plutôt que de chercher à être exhaustif, je vais plutôt placer mon curseur à un endroit, à un instant T précis, et voir très précisément ce qui s'y passait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, ce curseur-là, je l'ai placé avant MeToo. Ça, pour moi, c'était important parce que, évidemment, MeToo, hein, c'est une déflagration sociale qui est devenue médiatique, politique. Sauf que c'est aussi maintenant tout un tas de répercussions et de pressions qui vont peser sur les auteurs. Je ne suis pas sûre que un ou une scénariste aujourd'hui qui doivent écrire sur le sujet des violences sexuelles le fasse avec la même liberté qu'avant. Alors évidemment, au contraire, hein, ça veut pas, enfin c'est pas forcément moins bien, hein, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, c'était un biais que je voulais écarter. Et donc, du coup, j'ai choisi 2 séries. Donc, il y a Sweet Vicious, qui est une série américaine, et la 3e saison de Broadchurch, donc qui est une série britannique. Alors, les 2 séries, dont déjà sont quasiment simultanées, puisqu'elles sont diffusées juste avant l'affaire Weinstein. Mais alors, surtout, elles ont cette particularité qu'elles sont un peu je dirais, le miroir parfait l'une de l'autre. Donc, les 2 séries font intervenir à l'écran un couple de figures justicières, sauf que dans le cas de Sweet Vicious, on est dans l'illégalité la plus complète, puisque ce sont des justicières nocturnes masquées, ce sont des vigilantes. Et au contraire, dans Broadchurch, on est du côté de la loi, ce sont des détectives de la police. Et puis alors, ça continue comme ça. Ce sont 2 séries qui n'ont pas le même ton, pas la même cible. Elles sont écrites et réalisées par 2 showrunners qui n'ont pas le même âge, pas le même genre, pas la même culture, qui ne vivent pas sur le même continent. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est que, alors même que l'approche, que le chemin emprunté n'est pas du tout le même, eh bien, on va quand même avoir de grandes similitudes dans le contenu et dans le rendu. Voilà. Et sinon, plus globalement, en dehors des séries, c'est vrai que j'ai travaillé avec en tout cas un objectif en tête. C'est que je me suis très vite rendu compte, dès qu'on fait des recherches sur ce sujet, sur la culture du viol, je me suis très vite rendu compte que je dirais les chercheurs, les militants, les journalistes qui ont travaillé sur la représentation du viol
ce sont des chercheuses et des militantes. Et donc, je voulais à la fois m'appuyer sur leur travail, hein, qui date de plusieurs décennies et qui est extrêmement riche et conséquent. Et c'est vraiment quelque chose de foisonnant. Et à la fois, je voulais le mettre en valeur. Voilà. Disons que j'avais en tout cas cet objectif en tête. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai approché ma recherche. Merci beaucoup, Nicole, pour cette réponse. Alors, je vous pose la question maintenant, Édouard. Donc, pourquoi ce sujet? Quels enjeux vous mettez autour de ce sujet de recherche? D'accord. Donc, concernant les raisons d'explorer ces sujets, je dirais qu'il y en a deux. D'abord, quand on pense les inégalités entre les femmes et les hommes, fréquemment, ces deux groupes sont présentés comme homogènes. Néanmoins, divers travaux en sciences humaines nous montrent qu'il y a une série de facteurs qui vont produire des variations dans cette expérience ou les ressentis des dominations, des discriminations. Par exemple, on peut trouver des variations selon l'âge, la classe sociale, la race, l'ethnicité et la sexualité. On appelle intersectionnalité l'imbrication de ces différents rapports. Et donc, généralement, on considère les groupes d'hommes comme homogènes, dominants, mais ces groupes n'est pas homogène. En d'autres mots, au sein même du groupe d'hommes, on va trouver des dominations. Par exemple, la marginalisation d'hommes qui peuvent être racisés ou ethnicisés, qui peuvent être perçus comme violents, ou la subordination d'hommes qui sont efféminés ou homosexuels, mais aussi des hommes qui n'ont pas une morphologie liée à la norme, par exemple les très grands, musclés, forts. Et c'est pour cette raison qu'une sociologue, Raewyn Connell, elle a théorisé différents modèles de masculinité. Et elle propose un concept, le terme de masculinité hégémonique, pour rendre compte de ces modèles, un idéal avec lesquels nous sommes socialisés. Et dans ce cadre, il s'agit d'une configuration du genre pour garantir une position dominante, on va dire, et une subordination des femmes. Mais ça reste toujours virtuellement inatteignable. Donc, on est socialisé pour ça, je dis homme, mais c'est les choses qu'on suit, on essaie d'attendre. La seconde raison liée à ce choix des masculinités était plus en lien à mon terrain de recherche. Donc, au regard de l'expansion du fitness, j'avais décidé de réaliser mon enquête dans une salle de sport de type franchise de fitness européenne dans la région Nouvelle-Aquitaine en France. J'ai effectué un travail ethnographique décroissant, non continu, auprès de ces sportifs, où j'étais observateur participant. J'ai eu l'occasion de prendre des photos, de réaliser des entretiens, de produire des statistiques. Sur le terrain, j'ai réalisé un constat assez rapidement. Le public de la salle de sport était majoritairement composé par des hommes. Et je ne nie pas que le nombre de femmes dans le monde du fitness augmente. Mais ce qui était intéressant, j'ai trouvé intéressant, c'était la persistance d'une série d'asymétries. Donc, par exemple, l'occupation de l'espace variait. Les hommes allaient beaucoup plus dans les espaces de musculation, ils monopolisaient ces espaces. Donc, par exemple, comme ce que vous voyez dans la photo, au niveau gauche. Et les hommes étaient moins présents dans les espaces de cardio-training, ce qui implique les tapis de course, les elliptiques. Du côté des femmes, elles étaient minoritaires, au niveau général dans la salle de sport, mais leur répartition dans l'espace était moins asymétrique, on va dire, bien qu'elles se concentrent davantage dans l'espace cardio. Donc, l'engouement des hommes pour le développement des masses musculaires, notamment dans la partie haute du corps, m'a beaucoup interpellé. Donc, par exemple, dans ces graphiques, je compare le travail du corps
dans l'espace de musculation et on voit bien qu'il y a une différence dans le nombre de femmes et d'hommes à la salle de sport. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes vont concentrer leur travail davantage dans la partie haute du corps, c'est-à-dire ils vont privilégier avoir des bras musclés, des pectoraux, des dos musclés, tandis que le travail corporel effectué pour les femmes est beaucoup plus, entre guillemets, équilibré. Donc, que nous dit-il cette occupation de l'espace et ce travail du corps sur les masculinités? Dans ces cas, l'enjeu majeur de cette recherche a été de montrer comment le genre il est produit et reproduit dans la salle de sport et les liens avec les masculinités. La quête d'un corps musclé revient à attendre une série de demandes du modèle hégémonique pour les hommes, de cette masculinité hégémonique. Et c'est là ce qui amène au produit, c'est une distinction du corps, les corps des femmes, les corps des hommes. Ces musclés pour les hommes, et notamment dans la partie haute du corps, implique de gagner un capital corporel, un capital qui est genré. Et ce capital va offrir une série d'avantages pour les hommes sur les marchés matrimoniaux, mais aussi sur les marchés du travail. Finalement, ici, avec cette enquête, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'interdire une pratique fitness, non. C'est d'analyser leur réception, les usages de ces pratiques et leur rôle dans les rapports de genre. Merci Edouard. On voit par vos prises de parole les différentes méthodologies que vous avez pu mettre en œuvre et comment aussi vous avez travaillé vos propres sujets. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures, mais ce que je vais vous demander maintenant, c'est de dire, selon vous, quels sont les apports principaux. Vous en sélectionnez quelques-uns de vos différentes recherches au regard donc, des études sur le genre. Nicole, on vous écoute. Alors, contrairement au cinéma, qui a expliqué, enfin, et certaines séries qui ont expliqué pendant des décennies qu'une femme était en danger lorsqu'elle sortait de chez elle, et en particulier tard le soir, les deux séries vont poser, et c'est conforme à la réalité, que le vrai danger pour une femme, il vient essentiellement de la sphère intime, hein, il vient d'un homme qui est déjà dans son entourage quotidien. Et ça va s'accompagner d'une mise en scène qui va constamment pousser à l'empathie et inciter le public à partager l'expérience de femmes. Et ces femmes, elles vont être, plutôt que d'être objet d'un désir masculin ou d'un regard masculin, elles vont beaucoup plus être sujets et actrices de leur propre rédemption. Parce que qui est-ce qu'on a à l'écran ? On a évidemment donc des victimes de violences sexuelles. Alors, au début, et ça c'est important de le noter, dans les deux séries, elles sont très affectées par un syndrome post-traumatique. Et les deux séries dépeignent de façon très réaliste à la fois les symptômes et leurs conséquences. Sauf que les femmes ne restent pas victimes et vont entamer un parcours de guérison. Alors, certes en dents de scie, mais ce parcours déjà, elles ne le doivent qu'à elles-mêmes, puisqu'il y a certaines étapes psychiques qu'elles vont franchir seules. Et ce parcours, il est aussi facilité, encouragé par un entourage qui est soutien, support, je dirais, qui est à l'écoute. Et donc, comme cet entourage, en plus, est lui aussi essentiellement féminin, ça fait que qu'est-ce qu'on a au final dans les deux séries? On a à l'écran des femmes résilientes, et elles sont résilientes aussi parce qu'elles sont dans la sororité. Voilà, donc ça, c'est clairement le premier résultat qui émerge. Le deuxième résultat, c'est que les deux séries ne vont pas, j'ai envie de dire, ne vont pas s'arrêter là, elles ne vont pas faire que se mettre en marge de la culture du viol ou même chercher à la déconstruire. Elles vont s'attaquer à une critique bien plus globale de la société et qu'elles vont aborder par le prisme des inégalités de genre. Donc les deux séries vont dénoncer l'existence d'un privilège masculin, donc d'ailleurs un privilège masculin blanc dans le cas de Sweet Vicious qui va plus loin dans une réflexion intersectionnelle. Elles vont dénoncer l'irresponsabilité masculine
C'est-à-dire que même lorsqu'ils ne sont pas coupables, on a des personnages masculins qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et d'ailleurs, du coup, ce sont les femmes qui sont obligées d'endosser les responsabilités à leur place. Et on va avoir surtout la critique de l'impunité masculine. C'est-à-dire que les deux séries vont montrer comment est-ce que les systèmes policiers, mais aussi juridiques, judiciaires, scolaires, administratifs, comment est-ce que ces systèmes, non seulement ne sont pas à la hauteur de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aggravent la situation et participent de ces violences. Et ça, en plus, ça va s'accompagner j'ai envie de dire, d'une réflexion plus sociologique sur quels sont les facteurs éventuellement aggravants justement pour les femmes. Donc, on ne va pas être sur les mêmes thématiques forcément, qu'on soit dans Sweet Vicious ou dans Broadchurch, mais il y a quand même des choses qui vont revenir en commun. Par exemple, les deux séries vont montrer la pornographie comme étant quelque chose qui participe de la déshumanisation des femmes. Les deux séries vont réfléchir au phénomène de slut-shaming, elles vont réfléchir sur l'utilisation des réseaux sociaux. Sweet Vicious va s'attaquer au système des fraternités dans les campus à l'américaine et montrer comment est-ce que ça, plus ou moins, ça fabrique des violeurs en puissance. Il y a aussi il y a aussi la façon de représenter l'alcool comme étant une arme à disposition des agresseurs et non pas une cause ou voilà. Voilà, donc on a vraiment une volonté de réfléchir plus globalement. Et ça, en plus, ce qui est pareil, intéressant, c'est que dans les deux cas, les deux séries s'appuient sur un travail de terrain qui est extrêmement conséquent. C'est-à-dire que les deux showrunners ont fait, avant d'écrire et de réaliser leur série, ont fait, je dirais, un travail presque de journaliste d'investigation. Et il y a une volonté très nette de s'appuyer sur des chiffres, de dénoncer des choses endémiques, mais aussi de sensibiliser un public, voire même de l'éduquer, ou quoi qu'il arrive, en tout cas, de le pousser à réfléchir. Et ça, du coup, c'est le deuxième résultat qui émerge, c'est que moi, ça m'a poussé à penser qu'on se retrouve quasiment avec une fiction populaire qui est en mission de santé publique. Et on a l'impression qu'on a des auteurs de séries qui se mettent en place de pouvoirs publics défaillants. Voilà. Et la dernière partie du mémoire, elle porte sur le fait que, malgré le fait que les deux showrunners aient voulu être très réalistes, ils et elles ont adopté un même biais qui est particulièrement intriguant parce qu'il se retrouve dans tout un tas de séries des années 2010 et ça continue encore maintenant. C'est que elles ont tendance, les séries ont tendance à représenter les violeurs, bon, déjà comme étant des hommes, mais ça, bon, 98% des personnes mises en cause pour les violences sexuelles sont des hommes, donc ça c'est un petit peu normal. Mais elles ont tendance à représenter les violeurs comme étant blancs et riches. Ou quand ils ne sont pas riches, ils sont en situation de pouvoir ou bénéficiant d'un statut reconnu par la société. Et ça, pour le coup, ça n'est pas vraiment conforme à la réalité, ou en tout cas que très partiellement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un homme blanc et riche va beaucoup plus facilement échapper à la justice et échapper aux répercussions de ses crimes. Mais malheureusement, des violeurs, on en trouve de toutes les ethnies et de toutes les classes sociales. Voilà, donc du coup, la dernière partie du mémoire, c'est je m'interroge sur le sens que l'on peut donner à l'émergence de cette figure qui, du coup, est transversale et collective. Alors voilà, je me demande, est-ce que c'est une métaphore pour un monde capitaliste, postcolonial, dysfonctionnel et profondément inégalitaire? Ou est-ce que c'est l'émergence inconsciente d'un nouveau mythe des temps modernes? Donc, je fais le rapport avec, par exemple, avec la légende de Jack l'Éventreur, qui, il y a plus d'un siècle, de façon un peu similaire, elle aussi s'appuyait sur des faits qui étaient réels, mais avait fini par échapper aux faits et symboliser des inégalités bien plus globales. Voilà. Donc, sans forcément donner des réponses, disons que je tire un peu les fils et je soulève des questions. Voilà pour les résultats principaux. Et non, la toute dernière chose, mais j'en parlerai peut-être plus longuement, c'est que on voit bien dans les deux séries que les femmes qui libèrent la parole des autres femmes, justement, voilà, ce sont des femmes. C'est-à-dire que la libération de la parole des femmes passe par d'autres femmes. Et ça, c'est quelque chose que l'on va beaucoup retrouver dans la vraie vie. Voilà, donc ça aussi, ça amène pas mal à réfléchir sur forcément quel mur on a en face de nous s'il n'y a que la moitié de la population qui s'empare du sujet. Voilà, je crois que j'ai dit, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait de capital en tout cas. Merci beaucoup Nicole. Alors à votre tour d'Edouard de faire cet exercice un peu compliqué de résumer les principaux apports de votre travail. On vous écoute.
D'accord, merci. Bon, je voudrais évoquer deux facteurs. Et d'abord, c'est le fait de comprendre d'abord une production des dispositions corporelles. Pendant cette enquête, je me suis également intéressé à voir quelles pratiques sportives les hommes enquêtés et savaient réaliser quand ils étaient enfants. Et donc, ce que apparaît ou émerge, c'est le fait que les sports en soi-même se constituent comme un domaine sexué, dans le sens d'un partage très masculin entre les pères, les fils, les copains de l'école, les copains des clubs sportifs, et sexuel, produisant une masculinité hégémonique ou amenant à ça. Ça implique forcément une distorsion du féminin, une exclusion des femmes, ça peut être des filles qui font les pratiques sportives, ça peut être les mères également, et les hommes ou les garçons en l'occurrence qui rejetaient l'activité sportive. Ils peuvent être jugés comme féminins ou homosexuels. Donc, la production de ces dispositions corporelles sont revisitées quand les hommes arrivent à la salle du sport. Elles sont revisitées et elles sont réactualisées. Donc, le deuxième élément, je dirais, ou apport, plutôt lié à mon terrain de recherche, est de comprendre les parcours de cet arrivé à la salle de sport. Et je pourrais dire que, un peu comme dans un métier qu'une personne commence et qui, au fur et à mesure, va obtenir des promotions dans ces métiers, l'arrivée à la salle de sport est un peu semblable. Les hommes vont arriver à la salle de sport. Généralement, il y a une insatisfaction corporelle, mais il y a un contexte où l'offre d'accès à ces salles de sport est beaucoup plus simple, des prix qui sont accessibles, une multiplication des salles de sport, et ils vont trouver à la salle de sport une promesse, on va dire, d'obtenir ces capitales corporelles qui, pour tous les hommes, indépendamment de l'âge, la classe sociale, c'est développer de la masse musculaire. À l'intérieur de la salle de sport, ce que l'on va trouver, c'est la reproduction d'un entre-soi masculin et un apprentissage entre hommes également. Donc, on va trouver trois grandes séquences ou étapes de ces processus de carrière. La première, et chaque séquence, chaque étape implique un rapport à la pratique qui varie en termes du goût et de la structuration. Donc, dans un premier temps, les hommes vont se sentir obligés à la salle de sport, ils vont vivre la pratique comme quelque chose qui peut être très lourd, même s'ils sont de disposition pour faire du sport, mais bon, quand même, il faut s'obliger pour aller. Au fur et à mesure que des changements physiques sont perçus, des changements aussi de la perception des joies, j'y reviendrai, sont identifiés, ces hommes vont commencer à dire qu'ils aiment la pratique, qu'ils aiment aller à la salle de sport, et ils vont adopter un programme sportif, ils vont structurer davantage la pratique, ils vont commencer à modifier leur alimentation. Et la troisième séquence ou étape de cette carrière est le rapport à la pratique des dépendances. Ils vont dire, je suis devenu accro, je suis trop gay pour cette activité, je ne peux pas m'en passer. Et le fait de ne pas aller à la salle de sport produit un mal-être. C'est vécu très mal. Donc, ils vont systématiquement aller à la salle de sport, ils vont compenser quand ils ne peuvent pas y aller. Et ça, c'est un élément qui est intéressant. Mais comment, là, en termes de genre, comment on peut compenser là? Donc, il faut dire que le genre est relationnel. Et ici, il y a une négociation des normes. Les hommes vont rentrer dans un apprentissage entre eux, mais aussi vont effectuer des concurrences lorsqu'ils sont en différentes séquences sportives de ces carrières pour réaliser une progression, on va dire. Les hommes, au cours de leur carrière de façonnage de corps, ne suivent pas seulement cette transformation physique, mais aussi il y a une transformation du soi, une transformation entre guillemets psychologique. Et j'ai constaté pour certains hommes, avec le plus d'expérience, qu'ils vont réformuler leur travail du corps. C'est-à-dire que si dans un premier temps, pendant les premières étapes, ils vont
travailler notamment les hauts du corps, les bras, les biceps, les triceps et les pectoraux. Par la suite, ils prennent conscience d'un besoin de travailler les corps de façon homogène et ils vont également travailler les bas du corps, c'est-à-dire les jambes, les fessiers. Ces activités, dans un premier temps, sont rejetées parce que peuvent être les sources d'un jugement, d'un stigma, un travail du corps associé aux femmes. Et donc, ils vont par la suite dire non, mais travailler les corps, les bas du corps, c'est aussi important, ça me donne de la puissance. Donc, il y a une resignification de ces travaux du corps. Donc, la salle de sport, dans ces cas, permet de négocier ces normes de genre. Et ce que je pourrais dire en définitive, c'est que ce travail permet de questionner ce qui semble, entre guillemets, aller de soi. Par exemple, c'est naturel que les hommes soient plus musclés que les femmes, ou c'est naturel que les femmes soient plus fines que les hommes. Mais on voit bien, en fait, ces constructions du corps qui est effectuée. Donc, il n'existe pas un corps naturel, il est modifié dès la naissance jusqu'à la mort, et ces transformations du corps varient selon les époques et sont orientées par la société et la culture. En ce sens, les corps des femmes et les corps des hommes sont des fictions qui sont malléables et construites par différents types de technologies sociales. Merci beaucoup, Edward. Alors, je vous propose qu'on ouvre le temps, le temps d'échange. Donc, il y a une possibilité, je vais couper la présentation. Il y a une possibilité donc de déposer vos questions directement dans la barre de chat. S'il y a une difficulté pour écrire la question ou accéder à cette barre, n'hésitez pas à lever la main, c'est la petite icône tout en haut avec un petit smiley et une main levée de façon à ce qu'on vous donne la parole directement. Alors peut-être pour donner le temps aux personnes d'écrire les questions et de se signaler, je vous remercie tout d'abord pour vos deux présentations et j'aurai une question pour chacun d'entre vous. Nicole, vous avez évoqué un certain nombre de changements, mais aussi de pérennité, justement avec le post-MeToo. Alors, j'imagine que vous n'avez pas regardé toutes les séries qui ont été forcément produites depuis, mais est-ce que voilà, il y a des changements dans les façons de traiter ce sujet? Vous avez parlé de la question de la sororité, de cette question de cette forme de métaphorisation de cet homme blanc, riche, etc. La question de la libération de la parole. Est-ce que, du coup, le MeToo a déjà eu un impact sur la façon de retranscrire cette question du viol dans les séries contemporaines? Alors, je dirais, il y a deux choses. Déjà, il y a le fait que il y a des tendances qui étaient déjà là avant MeToo et qui, elles, se poursuivent. Elles se poursuivent, je pense, à la fois naturellement et à la fois aussi parce que les studios ont moins de frilosité et à accorder des crédits, vous voyez ce que je veux dire, à donner de l'argent et à investir sur ces questions-là. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qu'on va voir. Il y a eu la série Unbelievable sur Netflix, il y a eu la série I May Destroy You sur HBO, où on sent bien que et elles sont vraiment dans la même continuité et là, il n'y a pas trop de rupture. Après, enfin, en tout cas, de la même continuité de ce que moi j'ai étudié, c'est-à-dire on retrouve la même chose, c'est-à-dire le viol en tant que faisant partie d'un continuum installé d'elle pilote avec une volonté de réfléchir. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que là où on voit, enfin en tout cas à mon sens, là où on voit un changement, il est lorsque le viol intervient en tant qu'arc narratif. Et avant, c'était un dispositif narratif qui a été extrêmement décrié, justement, dans le cadre de la culture du viol, parce qu'il est l'occasion, justement, de diffuser un maximum de mythes et de stéréotypes, et surtout de s'éloigner de la réalité, du vécu des victimes. Et ça, par contre, on sent bien qu'il y a une volonté de mieux traiter. C'est-à-dire que quand le viol intervient ponctuellement, entre guillemets, il y a une volonté de mieux faire. Et par exemple, j'ai vu récemment une série qui s'appelle Firefly Lane. Alors,
d'un côté, il y a des choses qui sont très positives, hein, c'est-à-dire que c'est un viol qui arrive dans le cadre d'un rendez-vous amoureux, donc c'est quelqu'un qu'elle connaît. Alors on retrouve à nouveau ce côté homme blanc bien positionné dans la société. Bref, il y a une volonté d'être plus en raccord avec ce que les statistiques montrent, hein, de comment est-ce qu'arrive le viol. Par contre, à côté de ça, on retrouve à nouveau certains stéréotypes, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, ce viol va servir, entre guillemets, d'excuse pour justifier le fait que le personnage féminin soit devenu une femme un peu dure, un peu carriériste, tout ça. Et ça peut être, voilà, comment dire, c'est un peu la porte ouverte à un certain nombre de mauvaises conceptions qui ne sont pas forcément idéales. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a nettement une prise de conscience qui se fait. Après, si elle n'est pas associée à un vrai travail de recherche, elle n'est pas forcément hyper aboutie. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup pour cet éclairage. Edouard, moi j'avais une question sur ces hommes avec lesquels, pardon, troubles dans le genre, sur lesquels vous êtes penché. Et je me posais la question de ce travail du corps que vous avez décrit, ressemble un petit peu à l'ossature, enfin à la musculature plutôt de Superman, avec ce travail du corps plutôt dans les parties supérieures. Mais est-ce que justement vous avez aussi vu des hommes qui allaient chercher peut-être d'autres représentations du corps, d'autres façons de modeler le corps, de pas forcément, par exemple, être dans une forme de surenchère musculaire? Est-ce qu'il y a quelques variantes, quelques modèles différents que vous avez pu remarquer? Vous évoquiez le fait qu'on pouvait au début muscler le haut du corps, puis ensuite avoir une idée un petit peu plus globale. Mais voilà, ma question, ça rejoint d'ailleurs ce que vous aviez mentionné sur cette idée d'un groupe homogène. Est-ce qu'il y a des pratiques masculines réellement homogènes par rapport à cette question du muscle, ou est-ce que vous avez vu justement des expériences un petit peu singulières à ce sujet? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. C'est que juste ça coupait un petit peu. D'accord. On ne vous voit pas, par contre. Enfin, moi, je ne vous vois pas, mais je ne sais pas si vous avez activé votre caméra. En tout cas, on vous entend. Oui, super, merci. Ok, parfait. Donc, pour revenir à la question, en effet, pour les groupes d'hommes, ce n'était pas si homogène que ça. On voit que ce qui est particulier, c'est l'envie ou un développement des masses musculaires. À l'intérieur, il pouvait y avoir des variations, mais c'était des cas exceptionnels. Et ça, c'était aussi intéressant. Et ce qui se passait pour les hommes qui, par exemple, étaient beaucoup plus penchés pour un travail musculaire, soit directement du bas du corps, c'est-à-dire les jambes, les fessiers, ou des hommes qui allaient peut-être aller faire plus de cardio, il y avait une distinction. Il y avait une certaine stigma, un jugement, et ça partait en fait des sous-entendus, même au niveau du personnel de la salle du sport. Par exemple, quand j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des coachs sportifs sur les demandes les plus fréquentes du travail du corps, et comment ça se passe pour des femmes, des hommes, qu'est-ce qu'on demande le plus. Donc, il m'expliquait que c'était c'était exceptionnel, que par exemple, un homme demande un travail plus accentué sur le bas du corps, et que cela renvoyait directement, c'était le sous-entendu, à que c'était un homme homosexuel. Quand on voyait au niveau des entretiens, des échanges également dans la salle, les jours des gens, entre guillemets, ces gens d'entraînement, étaient des jours qui étaient fréquemment, entre guillemets, sapés, et ils ne les réalisaient pas, et ils le vivaient mal, c'est ça. Donc, c'est des aspects assez intéressants. Après, des variations que l'on pouvait trouver, c'était aussi avec des hommes, avec ce que je disais qui était avec des morphologies entre guillemets divergentes, qui étaient par exemple plus ronds. Ces hommes, ils accentuaient un travail sur les cardio pour perdre le poids, mais quand même avec l'envie de développement des masses musculaires. Et là, ce qui était stigmatisant et jugé mal, c'était l'effet qu'on s'est moqué de eux
on faisait des commentaires comme s'ils savaient dessin, par exemple, parce qu'ils savaient un cumul spécifique des tissus adipeux. Donc ça, c'était assez particulier de comment ces corps étaient hiérarchisés. Après, il y a une distinction que je vous ferai produire, c'est que j'ai présenté en effet cette enquête un travail plutôt accentué chez les hommes. Les femmes, ils peuvent aussi rentrer dans cette carrière de façonnage corporel. Je n'ai pas parlé beaucoup, mais il y a une distinction assez particulière, c'est que les hommes, ils vont rencontrer de difficultés pour progresser dans ces carrières parce qu'en effet, ces produits de hiérarchie, ils sont qui sont plus musclés, qui vont monopoliser davantage certaines machines. Donc, il y a ces concurrences masculines. Mais du côté des femmes, aussi, il y a ces difficultés pour l'accès à la carrière, à différents espaces, mais rapidement, elles peuvent être découragées plus rapidement pour abandonner la salle de sport par des regards qui sont insistants, par les pénétrer abordés constamment, et même, j'avais eu l'occasion de faire des entretiens auprès des femmes, et c'était très compliqué. Parce que j'étais un homme qui réalisait du sport, et quand je m'approchais des femmes, cela a été interprété toujours comme des attaques. Donc, c'était des éléments très intéressants que j'ai réalisés dans l'enquête. Il y avait des éléments sur cela, la perception de l'enquêteur et ses interactions. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais c'est, je pourrais dire, les variations que l'on trouve par rapport aux hommes, par rapport aux femmes. Il peut y avoir aussi une dernière variation, et c'était dans cette perspective intersectionnelle, en termes de l'âge, des hommes qui étaient âgés. Donc, qu'en est-il des hommes dans cette carrière qui ont fait de la musculation pendant 30-40 ans? Parce qu'il y en avait. Et c'était assez particulier comment ils arrivent à réformuler un travail du corps qui va après être justifié sur le volet de la santé, et pour éviter de tomber malade. Et comment, au bout d'un moment, ils reformulent aussi cet idéal pour dire je ne peux pas faire ça de façon éternelle, mais ils arrivent à un compromis, à négocier ce qu'ils peuvent pour qu'ils ne peuvent pas réaliser dans le domaine de la musculation. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux questions qui étaient arrivées. Alors, peut-être une question déjà un peu plus globale sur la formation, puis après, on viendra aux recherches. Donc, visiblement, Isabelle s'inquiète du suivi, alors et notamment la question du travail. Est-ce que donc on arrête de travailler à temps plein lorsque on suit le master études sur le genre, ou est-ce que c'est compatible avec un travail à temps plein ou avec un travail à temps partiel? Et puis, si vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez vécu cette double activité entre, on va dire, la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi la sphère associative, militante privée, et puis la question de la formation. Je ne sais pas qui veut répondre, Nicole ou Edward. Alors moi, je dirais que déjà, oui, quand j'ai commencé le master, j'ai largement diminué mon activité parce que, mais ça m'a été facilité par le fait que je suis intermittente, enfin j'étais intermittente du spectacle. Donc en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai éliminé tous mes employeurs et j'en ai gardé qu'un seul. Et avec qui il a été, voilà, nous avons convenu entre nous que du coup, je limiterais mon activité chez eux à peu près une semaine par mois. Malgré cela et malgré une organisation spartiate que j'ai essayé de mettre au point, je n'ai pas pu faire le Master 2 en une seule année. C'était impossible à gérer, surtout qu'en plus, moi, encore une fois, je suis mère de famille, donc il y avait du temps que je ne pouvais pas prendre ni le soir, ni les week-ends, ni tout ça. Et donc, du coup, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas faire et le travail de recherche et le travail sur les unités d'enseignement. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai étalé le master sur 2 ans. Donc, oui, clairement, c'est un travail qui est très engageant. Mais bon, avec de l'organisation et de la volonté, voilà, je regrette absolument pas et c'était vraiment génial de faire ça. Bon, sur la fin, avec le confinement, ça c'est encore plus compliqué. Et donc, j'ai beaucoup sacrifié de temps de sommeil. Mais
mais voilà. Mais en gros, voilà, je dirais avec un peu de segmentation, on y arrive, quoi. Edouard, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Ok. Bah, après, c'est pour mon expérience. Pendant le master, je travaillais. Que j'ai fait ça à mi-temps, 75% du temps de travail. Donc, c'était un peu conséquent. Une chose que je trouve particulière de la formation du master qui aide énormément, c'est qu'on a une organisation qui est hebdomadaire, qui est par semaine. C'est-à-dire on a le contenu par semaine, on a une planification. Et si l'on arrive à suivre ces rythmes par semaine, on ne prend pas beaucoup de retard. Parfois, on peut avoir l'impression que le mieux, ça serait d'avoir tous les contenus, toutes les activités. Mais je pense qu'une clé, une chose intéressante, c'est de faire tout au fur et à mesure pour éviter de laisser les choses cumulées. Parce que ce n'est pas parce que les masters a cette souplesse des 13 licences que ce n'est pas exigeant. Donc, ça demande une autorégulation, une organisation de destiner un temps par jour ou une journée, 2 journées, je ne sais pas comment ça dépend de chacune, pour dédier du temps aux unités d'enseignement et puis il y a les temps aussi des recherches. Après, c'est très varié en fonction de sujets et la thématique des recherches. Si c'est un travail plus sur un terrain, entre guillemets, physique ou un terrain virtuel, un terrain qui est d'analyse d'archives, ça dépend également de l'objet, je pense. Merci beaucoup pour vos précieux retours d'expérience. Alors, une question maintenant pour Nicole. Alors, je la lis. Quelle évolution concernant les auteurs de violences dans les séries? Une prise en charge, rédemption, condamnation, ou cela reste-t-il sans narration? Alors justement, j'ai lu ça, c'est une question qui est très intéressante. Je dirais, il y a plusieurs, pour le coup, je vais répondre sur les séries qui cherchent vraiment, comme celles que j'ai étudiées, hein, c'est-à-dire celles qui cherchent vraiment à travailler la question des violences sexuelles, parce que j'ai envie de dire, si on est dans un autre cadre et qu'on a juste un viol qui va juste servir de dispositif narratif, en général, de toutes les manières, on passe régulièrement à autre chose. Donc je dirais, dans les séries qui ont une volonté de penser, toujours ce continuum de violence faite aux femmes, il y a 2 cas de figure, hein. Soit il n'y a pas de prise en charge et globalement, il n'y a pas de condamnation, mais c'est normal parce que dans la réalité, il faut savoir que selon les chiffres officiels du gouvernement qui datent de 2020, 99% des viols et tentatives de viol ne sont pas punis ou quand ils le sont, ils ne le sont pas à la hauteur du crime, hein. Il faut voir que je veux dire, ces chiffres-là, ils sont quand même parlants, quoi, hein. Il n'y a qu'un seul pourcent des viols et tentatives de crime qui sont punis par la justice à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et donc, du coup, ça, on va le retrouver énormément dans les séries, hein, ça. C'est-à-dire que quand le personnage masculin va rester dans l'univers de la série, on va surtout avoir à quelqu'un qui fait tout pour échapper à la justice et n'est pas condamné et va en plus, et d'ailleurs c'est aussi malheureusement quelque chose que l'on retrouve dans la vraie vie, hein, c'est qu'il va faire tout pour imposer le silence aux femmes. Il va faire tout pour barrer, j'ai envie de dire, pour barrer la route de la victime et carrément l'attaquer en diffamation. Vous voyez, c'est-à-dire que l'agresseur se retourne doublement contre la victime puisqu'il veut l'empêcher de parler et d'obtenir justice. Voilà, je dirais globalement, c'est quand même à ça qu'on assiste. Voilà. Merci Nicole. Alors, je vois qu'il est presque 18 h, mais est-ce qu'il y a une autre question, par exemple, qui pourrait être posée? Donc, soit directement dans la barre de chat, soit si vous ne parvenez pas à écrire la question, vous pouvez lever la main et on prendra votre question. Alors, en tout cas, vous êtes remerciés pour vos réponses. Merci. Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. Je ne vais peut-être pas lire tous les commentaires. Alors, Isabelle repose une question. Quel stage avez-vous fait en lien
avec les mémoires. Alors là, on est face à deux personnes qui sont issues du parcours corps et biopolitique. Donc ça veut dire des personnes qui n'ont pas eu à réaliser de stage long de 3 mois, puisque ça, c'est uniquement réservé aux personnes qui font un master discrimination. Donc, vous avez encore des bravos de la part d'un certain nombre de personnes. Donc, à mon tour, je vous félicite à nouveau. Nous sommes très fiers d'avoir avec vous reçu d'une certaine manière ce prix. Bravo pour ce travail, comme vous l'avez dit, qui est difficile à mener. Hein. C'est un master exigeant qui prend beaucoup de temps, mais je pense que vous avez su en tirer le meilleur et puis mener c'est vrai que ce n'était pas forcément toujours extrêmement facile. Vous avez parlé de la fin du confinement, ce n'était pas une période évidente et malgré tout, vous avez mené tout cela à son terme et brillamment. Donc, on vous remercie beaucoup pour ces présentations et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites par la suite, à nous faire part de vos travaux. Et on aura plaisir à vous réentendre dans le cadre du mois du genre, pourquoi pas, mais aussi par ailleurs. Et donc, je relais les commentaires très enthousiastes. Tout le monde vous félicite et vous remercie pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.